Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble une citation, voilà, et voir après comment la dissertation d'un étudiant a été écrite. Donc, nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une dissertation que nous avons proposée à un étudiant. Donc, suite à sa demande, donc un étudiant m'a contacté et m'a demandé de lui écrire une citation sur l'éthique dans la recherche scientifique et bien sûr de lui corriger sa dissertation. Voilà, à partir de la citation que nous lui avons envoyée. Donc, on va lire ensemble la citation, le propos, voilà. Et puis, nous allons essayer de corriger après les erreurs qui ont été commises par l'étudiant. Donc, nous allons essayer de voir ensemble les points forts et les points faibles de l'étude de l'étudiant. Donc, aussi, il faudrait préciser que nous avons bien sûr demandé sa permission. Donc, quand je lui ai envoyé le sujet par mail, donc il m'a envoyé la dissertation que j'ai lue après. Et j'ai pris bien sûr son autorisation pour bien sûr présenter ce qu'il a écrit dans cette vidéo. Bien. Alors on va lire le sujet ensemble et voir la consigne pour ensuite corriger la dissertation. Donc, selon Maurice Anger, il y a dans la conduite d'une recherche des règles à suivre qui forment une éthique scientifique propre à ce travail. Là, comme dans d'autres professions, des codes de déontologie avec des règles et des devoirs à respecter ont été élaborés. Les principes éthiques à respecter concernent les sujets de la recherche, les êtres humains dans le cas des sciences humaines, la communauté scientifique et le public. Maurice Anger, 2014, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Donc, il s'agit d'un ouvrage très intéressant et très important, traitant des pratiques de la méthodologie des sciences humaines, voilà, écrit par Maurice Anger. Donc, c'est un ouvrage de référence et nous conseillons à chaque fois les étudiants de l'utiliser dans leurs travaux de recherche, que ce soit des articles, que ce soit pour la rédaction de leurs articles, la préparation de leur mémoire de master ou thèse de doctorat. Donc, il y a tout dans cet ouvrage. Donc, je relis. Il y a dans la conduite d'une recherche des règles à suivre. Donc, on a la conduite d'une recherche, mot-clé, des règles à suivre, mot-clé, qui forment une éthique scientifique, mot-clé, propre à ce travail. Là, comme dans d'autres professions, des codes déontologiques avec des règles et des devoirs à respecter. Donc, par exemple, dans des professions, nous avons des codes déontologiques, voilà, qu'on doit respecter dans les pratiques professionnelles. Alors, la même chose est appliquée, la même chose est valable lors d'une conduite d'une recherche scientifique, par exemple. Voilà. Donc là, comme dans d'autres professions, des codes de déontologie avec des règles et des devoirs à respecter ont été élaborés. Voilà. Les principes éthiques à respecter concernent les sujets. Donc, on a aussi comme mot-clé les principes éthiques. Voilà, concerne les sujets de la recherche. Donc, les sujets de la recherche, mot-clé. Donc, les sujets de la recherche, ce sont les êtres, voilà, les sujets de la recherche qui sont les êtres humains dans le cas des sciences humaines, la communauté scientifique. Donc, la communauté scientifique, ce sont les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les gens à qui est adressé mon travail de recherche. Voilà, la communauté scientifique et le public en général. Voilà. Donc, la référence, Maurice Anger, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Alors, la question que j'ai proposée, voilà, à l'étudiant est la suivante. Donc, il faut toujours se fier à la consigne, bien lire sa dissertation, souligner ou surligner les mots-clés, bien lire la citation, surligner les mots-clés ou souligner les mots-clés. Donc, il faut la lire 2, 3, 4 fois. Voilà. Et à chaque fois vous lisez, vous avez un niveau de compréhension. Donc, si vous faites une première lecture, vous avez un premier niveau de compréhension.
Deuxième lecture, deuxième niveau de compréhension. Troisième lecture, troisième niveau de compréhension. Quatrième lecture, quatrième niveau de compréhension. Donc, à partir de la quatrième lecture, les choses deviennent claires. Bien. Alors, maintenant, on va voir ensemble là, ce qu'on appelle la consigne. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demande? Je me pose la question, qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce qu'on me demande de rédiger un commentaire? Est-ce qu'on me demande de rédiger une dissertation? Est-ce qu'on me demande d'expliquer? Donc, c'est très important de se fier à ce qu'on appelle la consigne. Donc, on va lire ensemble la consigne. À la lumière de votre culture universitaire. Quand je dis culture universitaire, ça n'est pas une culture, voilà, ça n'est pas la culture de la première ou de la deuxième année master. C'est la culture de tout mon cursus universitaire. Dès la première année licence jusqu'à la deuxième année master. Donc, tout cela est très important. À la lumière de votre culture universitaire et en vous appuyant sur les propos, voilà, sur la citation de Maurice Angers, montrez l'importance de l'éthique dans la recherche scientifique. Donc là, on me demande de montrer, d'expliquer cette importance de l'éthique dans la conduite de la recherche scientifique et montrer également son impact sur la validité des résultats, bien sûr. Alors là, c'est comme on me demande de rédiger une dissertation. Donc il va s'agir ici d'une dissertation où il sera question d'analyser la citation. Donc, je vais bien sûr montrer l'importance de l'éthique. L'éthique où? L'éthique dans la recherche, dans la conduite de la recherche scientifique. Et montrer également son importance sur la validité des résultats. Alors, si je, bien sûr, respecte l'éthique quand je mène une recherche scientifique, je vais assurer plus ou moins une validité de mes résultats. Si je ne respecte pas l'éthique, bien sûr les principes de l'éthique dans la conduite de ma recherche scientifique, fort possible que mes résultats soient biaisés. Donc il faut, très important, plus je respecte l'éthique de la recherche scientifique, plus mieux mes résultats seront valables. Moins je respecte l'éthique de la recherche scientifique, bien sûr, moins mes résultats seront valables. Alors là, c'est la réponse de l'étudiant. Alors, selon Maurice Angers, voilà, il y a dans la conduite d'une recherche. Donc ça, c'est l'étudiant qui surligne les mots-clés. Il y a dans la conduite de la recherche, donc il juge que la conduite de la recherche est un mot-clé, et c'est vrai, c'est un mot-clé, des règles à respecter. Alors, on a comme mot-clé aussi des règles à respecter qui forment une éthique scientifique. Alors, le mot éthique scientifique aussi, c'est un mot-clé propre à ce travail. Donc, je pense que ce travail n'est pas mot-clé. Là, comme dans d'autres professions, des codes de déontologie. Alors là aussi, on a comme mot-clé code de déontologie avec des règles et des devoirs à respecter ont été élaborés. Les principes éthiques. Alors, le concept principe éthique est un mot-clé à respecter. Concerne les sujets de la recherche. Alors, les sujets de la recherche aussi, c'est un mot-clé. Les sujets de la recherche, c'est qui? Ce sont les êtres humains. Ce sont les enquêtés. Dans le cas des sciences humaines aussi est un mot-clé. La communauté scientifique et le public. Donc, on a pas mal de mots-clés dans cette citation. Là, je voudrais juste préciser qu'il y a quand même une différence entre l'éthique et la déontologie. Donc, l'éthique, c'est science de la morale. L'éthique de la recherche, c'est quoi? C'est un ensemble de règles que tout chercheur doit respecter dans la conduite de son travail de recherche. Voilà. Alors, si je fais une enquête de terrain, je me pose la question, quels sont les principes éthiques que je dois respecter? Et on va voir ça. Par contre, la déontologie, c'est les codes professionnels. Voilà. Code déontologique, par exemple, si je vois, par exemple, un comportement inadéquat, je dois le signaler à un supérieur, par exemple. Si, par exemple, voilà, je m'absente, alors je dois, bien sûr, informer mon supérieur que je suis absent ou que
je voudrais m'absenter. Si par exemple, je vois par exemple un matériel détérioré, ou si je détériore par exemple par inadvertance, je casse un objet, alors je dois tenir informé mon responsable par écrit. Alors tout cela, ce sont des exemples, bien sûr, qu'on peut classer dans ce qu'on appelle la déontologie ou le code déontologique. Voilà, c'est des règles, certaines règles déontologiques que bien sûr, voilà, que nous devons respecter dans les milieux professionnels. Voilà, juste là pour faire la différence. Alors, le brouillon, donc l'étudiant ici a écrit son brouillon, donc c'est ce qu'il m'a envoyé. Voilà, voilà, il a quand même présenté pas mal d'explications pour les mots-clés qu'il a surlignés avec des couleurs différentes. Et après, il a rédigé ce qu'on appelle la dissertation qu'on doit voir par la suite. Donc, je préfère ici commencer par ce qu'il a rédigé dans son brouillon ou sur son brouillon. Alors, repérage des mots-clés, des mots essentiels, voilà. Conduite d'une recherche. Alors, tout d'abord, je dois bien sûr attirer votre attention que vous ne devez pas oublier les mots-clés que vous ne devez pas oublier de mentionner les mots-clés que vous avez surlignés dans la citation. Donc, vous ne les avez pas surlignés fortuitement ou gratuitement. Donc, vous les avez surlignés parce que ce sont des mots-clés et aussi parce que vous devez les réinvestir dans les utiliser, les réexploiter dans votre dissertation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conduite d'une recherche? Cela fait référence aux méthodes. Donc, la conduite d'une recherche fait référence aux méthodes et aux pratiques mises en œuvre tout au long du processus de recherche, y compris la planification, la collecte des données, l'analyse et la diffusion des résultats. La conduite de la recherche doit être rigoureuse et suivre des normes établies. Donc, ce sont les étapes. C'est la manière que, bien sûr, voilà, la manière ou la façon voilà la manière que doit suivre, ou bien le cheminement que doit suivre le chercheur pour la mise en œuvre de son enquête. Donc là, il fait référence, il dit ça fait référence aux méthodes et aux pratiques mises en œuvre tout au long du processus de la recherche. Alors, à savoir la planification, la collecte de données. Donc, il va planifier, ensuite collecter les données, analyser et interpréter les données et bien sûr diffuser les résultats. Donc, la recherche, voilà, que je fais, bien sûr, ne doit pas être au service que de moi-même, mais elle doit aussi être au service de mes pairs, c'est-à-dire de mes collègues ou de la communauté scientifique. D'où l'intérêt, bien sûr, de diffuser mes résultats. Alors, deuxième concept, règles à suivre. Ces règles désignent les directives ou les normes que les chercheurs doivent respecter pour garantir l'intégrité et la validité de leurs recherches. Elles servent de cadre éthique pour la conduite des études. Alors, les règles à suivre, bien sûr, les règles inhérentes à l'éthique dans la recherche scientifique. Voilà, ce sont les normes ou les principes que le chercheur doit respecter pour, bien sûr, garantir l'intégrité et la validité de ses recherches. Voilà. Troisième concept clé ou mot-clé, éthique scientifique. Alors, troisième concept, éthique scientifique. L'éthique scientifique concerne le comportement moral. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que le chercheur a un comportement moral? Alors, le chercheur a un comportement moral, tout d'abord parce qu'il a été formé. Voilà, il a été formé de telle façon à répondre à certains principes éthiques et moraux. Voilà. Surtout dans le domaine de la recherche. Pourquoi justement il est très important de se fier à une éthique scientifique? Parce que ce qu'on entreprend comme recherche, ce qu'on fait comme recherche, on ne le fait pas que pour nous, mais on le fait aussi pour la communauté scientifique. Si je m'assure que je respecte bien, que je respecte bien sûr convenablement le code éthique dans la façon dont j'entreprends ma recherche, mes résultats seront bien sûr, valables. Voilà. Donc, mais si je ne respecte pas le code éthique de la recherche, alors là, je risquerai bien sûr
voilà, risquerait de parvenir à des résultats biaisés. Voilà. Donc, quatrième mot-clé, code de déontologie. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des ensembles de principes et de règles qui guident le comportement des chercheurs dans leur pratique. Les codes de déontologie sont souvent élaborés par des institutions académiques ou des associations professionnelles qui visent à protéger à la fois les chercheurs et les sujets de recherche. Donc, je relis. Alors, code de déontologie. Ce sont des ensembles de principes et de règles qui guident le comportement des chercheurs dans leur pratique. Les codes de déontologie sont souvent élaborés par des institutions académiques ou des associations professionnelles et visent à protéger à la fois les chercheurs et les sujets de la recherche. Donc, dans chaque département, par exemple, de faculté, de telle ou telle faculté, il y a ce qu'on appelle une charte éthique et déontologique. Et le chercheur doit bien sûr se doit de respecter cette charte éthique et déontologique afin bien sûr de protéger soi-même, le chercheur en l'occurrence, et les sujets de la recherche, les enquêtés. Et on va voir ça après. Alors, règles et devoirs à respecter. Cela renvoie aux responsabilités scientifiques que les chercheurs doivent assumer en tant que professionnels. Ces devoirs incluent le respect des participants, la transparence des méthodes de recherche et l'engagement à publier des résultats fidèles. Alors ça, on le trouve où? On le trouve dans le domaine de l'éthique de la recherche scientifique. Alors, élaborer, voilà, bien sûr que ces codes éthiques et déontologiques sont élaborés par des conseils scientifiques. Principe éthique, on l'a déjà expliqué. Respecter signifie agir en accord avec les normes établies pour protéger les droits et le bien-être des participants. Et on va voir ça après. Sujet de la recherche. Alors, les sujets de la recherche, c'est qui? Ce sont les individus, les enquêtés, les participants auxquels, bien sûr, que nous allons solliciter pour répondre, bien sûr, à nos questions. Si on va faire les entrevues, les questionnaires et tout, donc les sujets vont nous apporter des éléments d'information que nous, on va analyser et interpréter par la suite afin de répondre à une problématique. Alors, les êtres humains, c'est qui? C'est bien sûr nous, chercheurs, et bien sûr les enquêtés. Alors, sans tarder, on va lire ensemble la dissertation de l'étudiant. J'espère qu'on va trouver ces mots-clés-là, ou les mots-clés qu'il a surlignés en amont dans la dissertation, à savoir conduite d'une recherche, éthique scientifique, code de déontologie, règles et devoirs à respecter, principes éthiques, les sujets de la recherche, la communauté scientifique. Donc j'espère qu'on va trouver tous ces mots-là dans la dissertation. Voilà. Donc on va lire. Alors première remarque, il faut éviter d'écrire introduction. Alors là, on va rédiger ça en commentaire. Alors, à éviter. Ou on va écrire à supprimer. Alors, il faut éviter de rédiger introduction, développement, conclusion. Alors, il faut écrire l'introduction en un seul bloc. Voilà, à part. Je saute une ligne une fois j'ai terminé mon introduction. Je saute une ligne et je passe au développement. J'ai terminé mon développement, je saute une ligne et je passe à la conclusion. Alors, je rappelle que l'introduction comporte 3 étapes. Alors, elle comporte tout d'abord l'amorce ou ce qu'on appelle l'accroche. C'est la présentation générale de quelque chose, d'une dissertation, d'un texte, d'un roman, peu importe. Voilà. Alors, on doit présenter ici la dissertation de façon générale. Et puis, on va construire la problématique. Il faudrait que la problématique soit bien formulée. Voilà. Et après, il faut rédiger le plan. Chose, bien sûr, qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas trouvé dans la copie de l'étudiant. Alors, la recherche scientifique, alors là, il vaut mieux commencer par définir ce qu'est une recherche scientifique et ce qu'elle exige en matière d'éthique scientifique. Mais il faut rester dans la généralité. Il ne faut pas
aller vers les détails. Parce que si on évoque d'emblée les détails, ce sera inutile après de les aborder une deuxième fois. Voilà, ça va pas en quelque sorte intéresser le lecteur. Alors, une introduction, ça doit être une phase qui intéresse ou intéressant le lecteur, en l'occurrence le correcteur, celui qui va vous corriger. Alors on va lire. La recherche scientifique, quel que soit son domaine, repose sur des principes éthiques fondamentaux qui garantissent la dignité et le respect des participants. Alors, qui garantissent la dignité et le respect des participants et qui aussi, assurent l'intégrité du chercheur. Alors, il faut aussi évoquer ce point. Et qui assure l'intégrité, bien sûr l'intégrité scientifique. Alors, un chercheur est un individu, bien sûr, intègre l'intégrité du chercheur. Voilà. Qui assure l'intégrité du chercheur. Alors, elle garantit la dignité et le respect des participants, c'est-à-dire ceux sur lesquels vont se dérouler nos enquêtes. Si je travaille sur des participants, par exemple sur des drogués, des participants qui souffrent de toxicomanie, voilà, je ne dois pas toucher, si vous voulez, à leur sentiment de malade. Voilà. Il faudrait que je les considère toujours comme étant des êtres humains. Je fais des enquêtes auprès d'eux, mais sans pour autant, c'est-à-dire les toucher. Voilà. Il faut être vraiment, il faut agir par tact. Voilà. Il faut être intelligent dans la façon d'entreprendre les enquêtes, surtout sur les sujets sensibles. Il y a des sujets en sciences humaines et sociales qui sont un peu sensibles et qui risqueraient bien sûr de léser le sentiment des participants en leur faisant sentir quelque chose. Voilà, il faudrait vraiment faire très très attention. Alors je relis, la recherche scientifique, quel que soit le domaine ou son domaine, repose sur des principes éthiques fondamentaux qui garantissent à la fois. Alors là, je préfère dire à la fois. Il vaut mieux dire à la fois, qui garantit à la fois la dignité et le respect des participants, mais aussi l'intégrité du chercheur. Mais aussi l'intégrité du chercheur. Voilà. Selon Maurice Anger, alors, s'il vous plaît, dans une introduction, s'il vous plaît, pas de référence ni de citation, surtout dans les dissertations. Alors, laissez cela pour votre développement. Alors, il vaut mieux laisser cela pour votre développement. Voilà. Alors je préfère laisser cette partie, laisser cette référence pour le développement. Voilà, pour le développement. Alors, selon Maurice Anger, cette éthique se traduit par un ensemble de règles à suivre qui forment une déontologie propre à chaque discipline. Alors, il faut faire simple les choses. Dans l'introduction, il faut rester dans la généralité. Je dois écrire, par exemple, la recherche scientifique est un processus raisonné qui, bien sûr, invoque ou qui convoque certaines étapes à suivre. Et pour chaque étape, il faut faire appel à des règles ou respecter. Dans chaque étape, il faut respecter des principes éthiques pour assurer l'intégrité, pour assurer la validité des résultats. Il faut être dans la généralité comme ça, voilà, de façon générale, présenter mon sujet de façon générale. Donc, je ne vous conseille pas d'introduire une référence dans l'introduction, voilà, surtout dans une dissertation. Selon Maurice Anger, 2014, cette éthique se traduit par un ensemble de règles à suivre qui forment une déontologie propre à chaque discipline. Dans le champ de la didactique du français langue étrangère. Alors, dans la citation, on ne parle pas non plus de la didactique du français langue étrangère. Je ne sais pas
pourquoi vous l'avez évoqué ici. Alors, il fallait le laisser dans le développement pour illustrer. Voilà. Ça peut être une illustration, ça peut être un exemple, mais dans le développement. Voilà. Parce que là, on parle de façon générale des sciences humaines, dans le domaine des sciences humaines. Alors, un exemple à évoquer dans le développement. Dans le développement. C'est bien de citer des exemples, mais pas dans l'introduction. Donc, il faut laisser cela dans le développement. Donc, je vais enregistrer. Alors, les considérations éthiques prennent une dimension particulière, étant donné que la recherche implique souvent des apprenants, des enseignants et des institutions éducatives. Cette dissertation se propose d'explorer la question suivante. Comment garantir le respect des principes éthiques dans la recherche scientifique? Alors là, en didactique du FLE, on ne parle plus de didactique du FLE, mais on parle plutôt dans la recherche ou dans les sciences humaines. Voilà. Alors là, je préfère dire dans la recherche scientifique, tout simplement. Parce que dans la citation, on n'a pas précisé qu'il s'agit de la didactique du FLE. Dans la recherche scientifique ou dans les sciences humaines, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a le concept, il y a le mot-clé sciences humaines dans la dissertation. Alors, l'étudiant aussi a oublié le plan. Où est le plan? Donc, il fallait énoncer le plan. Donc, l'annonce du plan. L'annonce du plan. Donc, il faut pas... Alors, je vais l'écrire ici. Il faut pas oublier l'annonce du plan. Donc, jusqu'ici, mis à part cette référence, il s'agit d'une accroche. Alors, il s'agit ici de la problématique. Et l'étudiant a oublié, a perdu de vue le plan. Alors, il faut énoncer le plan avec elle. Voilà. Il faut énoncer le plan. Annoncer le plan ici dans l'introduction. L'annonce du plan. Et l'annonce du plan doit être, bien sûr, inclus dans l'introduction. Voilà. Par exemple, il faut dire dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est la recherche scientifique. En second lieu, ou secondo, ou en deuxième lieu, on va définir ce qu'est ou aborder, la question de l'éthique dans le domaine de la recherche scientifique ou l'éthique dans, par exemple, les sciences humaines, l'importance de l'éthique dans les sciences humaines. Et en dernier, nous allons voir l'importance de l'éthique dans la validité des résultats. Voilà, on va écrire ici. Dans un premier temps, il sera question de définir la recherche scientifique. Il faut être court. Dans la recherche scientifique, dans un second lieu, nous évoquerons dans un second lieu, l'importance de l'éthique. Nous évoquons l'importance de l'éthique dans la conduite de, voilà, où on va voir dans un second lieu, nous évoquerons l'importance de l'éthique, ou dans un second lieu, nous définirons ce qu'est l'éthique scientifique. Nous définirons avec I l'éthique scientifique. Voilà, je dois ajouter I. En dernier lieu,
pouvez aussi utiliser les expressions latines telles que primo, secondo, tertio, voilà, etc. Voilà, en dernier lieu, nous définirons en dernier lieu, alors je relis, dans un premier temps, il sera question de définir la recherche scientifique. Dans un second lieu, nous définirons ce qu'est l'éthique scientifique. En dernier, nous montrerons l'importance de l'éthique dans la validité des résultats de la recherche, ou dans la validité des résultats de la recherche, Parce que ici, déjà dans la consigne, on nous a demandé, voilà, de montrer l'intérêt de l'éthique scientifique dans la validité des résultats. Voilà, des résultats de la recherche. Donc ça, c'est un plan possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'annonce du plan. Alors, toute cette partie-là, on appelle l'annonce du plan. Alors, là, il faut écrire afin de répondre à ce questionnement. Virgule, il sera question, afin de répondre à ce questionnement, notre dissertation ou la présente dissertation suivra le plan suivant. Alors, vous pouvez l'écrire mieux que moi. Le plan suivant, vous mettez 2 points. Et dans un premier temps, après 2 points, on n'a pas de majuscule. Hein. Alors, je relis, afin de répondre à ce questionnement, virgule, la ponctuation, elle est au service du sens. Hein, il faut faire très attention. Alors, la présente dissertation suivra le plan suivant. 2 points. Dans un premier temps, il sera question de définir ce qu'est la recherche scientifique. Dans un second lieu, nous définirons l'éthique scientifique. En dernier, nous montrerons l'importance de l'éthique dans la validité des résultats de la recherche. Ça, c'est un plan possible. Vous pouvez l'écrire mieux que moi, bien sûr. Alors, l'annonce du plan. Donc, la partie est là. Voilà. Alors, les principes éthiques à respecter dans la recherche. Alors, il ne faut pas écrire des titres. Donc, dans une dissertation, jamais écrire des titres. Donc, on n'écrit ni les titres, ni introduction, ni développement, ni conclusion. Voilà. Les titres doivent être expliqués ou comportés dans les explications. Alors, ne jamais écrire des titres. Titres dans le développement. Dans la dissertation. Voilà. Alors là, l'étudiant a écrit les principes éthiques à respecter dans la recherche, le consentement éclairé des participants. Nous savons bien que l'idée sera, voilà, de parler du consentement éclairé des participants, mais il faut l'écrire dans le développement et non pas sous forme de titre. Alors, on va lire. Alors, le consentement éclairé est un principe fondamental. Alors là, je pense que l'étudiant vraiment n'a pas vraiment maîtrisé la façon dont il doit passer d'une idée à l'autre. Alors, je vais écrire tout d'abord, voilà. Donc, il faut utiliser ces mots-là. Ensuite, de plus, après, de surcroît. Pourquoi on a ces mots de liaison, voilà, ces connecteurs logiques? C'est pour assurer ce qu'on appelle une cohérence, une cohérence, voilà, de la dissertation. Donc, il faut utiliser les mots de liaison. Tout d'abord, ensuite, de plus, après, de surcroît, par ailleurs. Ajouter à cela,
cela s'ajoute à, aussi, ainsi, de même. Donc, il faut utiliser ces mots de liaison. En somme, en bref, etc. Voilà. Voilà, il faut utiliser les mots de liaison. Les mots de liaison, les mots de liaison, les mots de liaison permettent voilà, permettent à la dissertation d'être cohérente. Voilà. Parce que là, je ne sais pas comment l'étudiant fait. Bien sûr, il a écrit des idées pêle-mêle. Voilà, on va voir ça après. Donc, je répète, il faut utiliser les mots de liaison tels que ces connecteurs logiques, surtout les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, même la ponctuation. La ponctuation, elle est au service du sens. Elle va permettre à celui qui vous lira où commence l'idée, où est-ce qu'elle se termine. Elle va permettre à celui qui va vous lire de respirer, de se reposer, de comprendre votre logique, votre réflexion. Donc, il faut prendre en considération la ponctuation, les conjonctions de coordination, les adverbes. Voilà, tout cela est important et tout cela va participer, bien sûr, à l'amélioration de votre dissertation. Voilà. Alors, le consentement éclairé est un principe fondamental. Alors, avant de dire le consentement, il fallait dire, par exemple, que l'éthique scientifique est un domaine composé de normes à respecter ou à mettre en œuvre dans la conduite de toute recherche scientifique, à savoir le consentement, ou dire tout d'abord le consentement, ensuite ceci, après cela, et de passer de fil en aiguille, voilà, dans le développement de vos idées. Voilà. Voilà. Je vais écrire ici. Alors, l'éthique scientifique. Alors, il faut définir ici, n'oubliez pas de définir la recherche scientifique. Il faut que la définition soit brève, parce qu'ici, on parle pas vraiment de recherche scientifique, mais on parle d'éthique scientifique. Il faut définir la recherche scientifique en disant la recherche scientifique, c'est l'ensemble d'étapes où ce sont des étapes systémiques qui composent, par exemple, voilà, qui forment voilà, alors définir la recherche scientifique, c'est l'ensemble d'étapes systémiques qui composent, par exemple, la conduction de la recherche. Vous pouvez dire autrement, voilà, trouver une autre définition. Voilà, c'est un ensemble d'étapes raisonnées par lesquelles passe tout chercheur dans l'entreprise de voilà sa recherche, par exemple. Voilà. Donc il faut définir la recherche. Voilà, définition de la recherche scientifique. Après, définir l'éthique scientifique. L'éthique dans la recherche scientifique. On va voir des modèles après. Hein. On va voir des modèles. Recherche scientifique. Voilà. Donc, il faut définir la recherche scientifique et définir aussi l'éthique dans la recherche scientifique. Et après, citer quelques principes éthiques. Voilà. Alors, consentement d'abord, consentement éclairé. Le consentement éclairé est un principe fondamental en recherche.
surtout lorsque les sujets impliqués sont des êtres humains. Alors là, il faut demander la permission des enquêtés, des participants. Avant, par exemple, de faire des entrevues avec les participants ou leur adresser des questionnaires ou leur poser des questions, il faut demander leur permission. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Voilà. Il s'agit d'une condition préalable à toute étude qui nécessite que les participants soient pleinement informés des objectifs, des méthodes et des implications de la recherche. Donc, il faut les informer. Leur dire, voilà, on va faire une recherche. Est-ce que vous acceptez de répondre à nos questions et aussi en leur garantissant l'anonymat de leur identité. Dans le cadre de la recherche en didactique du FLE, alors là, c'est un exemple. Alors, l'étudiant a donné cet exemple ici, s'est précipité en donner l'exemple qu'il prend dans le développement, qu'il donne dans le développement, dans l'introduction. Donc, il fallait ne pas se précipiter en énonçant l'exemple ici. Donc, il fallait voilà le signaler ou le donner dans la partie du développement. Alors, qui nécessite que les participants soient pleinement informés des objectifs, des méthodes et des implications de la recherche. Dans le cadre de la recherche en didactique du FLE, il est essentiel d'obtenir l'accord explicite des élèves et des enseignants avant de procéder à la collecte de données. Bien sûr, je demande la permission de l'enseignant. Voilà. Je lui dis, je travaille par exemple sur la didactique de l'oral ou la compréhension de l'oral et j'ai envie de faire ce qu'on appelle une observation non participante ou participante dans votre classe. Comme ça, l'enseignant sera informé. Si vous voulez faire un enregistrement, vous lui demandez, est-ce que je peux faire l'enregistrement? Voilà. Si vous voulez par exemple camérer, alors vous demandez, est-ce que vous pouvez camérer? Vous demandez l'autorisation. Et par exemple, pour accéder à une classe, il faut bien sûr demander la permission de la tutelle. Alors que, voilà, vous demandez à votre université ou au département de votre université de vous établir une demande que vous allez prendre par exemple à l'administration, la tutelle responsable de l'école, et ils vont vous délivrer aussi une autorisation que vous allez prendre au directeur de l'école, et le directeur de l'école va demander à l'enseignant chez qui vous allez faire l'observation participante, voilà, afin que vous soyez à l'aise. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, dans le cadre de la recherche en didactique du FLE, il est essentiel d'obtenir l'accord explicite des élèves et des enseignants avant de procéder à la collecte de données. Par exemple, lors de l'évaluation de nouveaux matériels pédagogiques, un chercheur doit expliquer clairement aux enseignants comment leurs classes seront étudiées et comment les données seront utilisées. Bien sûr, il faut montrer tout cela. Alors, deuxième point, la confidentialité et le respect de la vie privée. Alors, j'ai la même remarque ici. Alors, ça n'est pas la peine de rédiger des titres. Écrire par exemple. Ensuite, la préservation de la confidentialité des participants est également cruciale. Dans les études impliquant les élèves, garantir l'anonymat et la protection des données personnelles. S'il vous plaît, il faut vraiment citer cela, l'anonymat. Il faudrait que les participants, il ne faut pas dévoiler l'identité des participants. Par exemple, dire celui-là, il s'appelle. Alors, si je fais des enquêtes sur des enseignants de français au cycle moyen, ça n'est pas la peine de dire Mohamed ou Ali ou Ibrahim ou citer les noms. Non, il faut tout simplement opter pour des codes. Enseignants, par exemple, ENS1, ENS2, ENS3 ou tout simplement E. Voilà, il faut codifier. Il ne faut pas divulguer les noms et les prénoms. Tant que pour les enseignants que pour les élèves. Voilà. Alors, les établissements, oui, vous pouvez, bien sûr que vous êtes censé dire où se déroule votre enquête, le lieu où se déroule votre enquête. Mais l'identité des chercheurs, non plus. Voilà. Ce sont pas les noms et les prénoms qui vous intéressent, mais c'est plutôt les éléments d'information que vous allez colliger ou que vous allez collecter qui vous intéressent. Bien. Alors, notamment en ne collectant que les données nécessaires et en agissant conformément aux lois sur la protection des données. Cela permet, alors je peux écrire ici, en effet, cela permet,
Pardon, cela permet non seulement de respecter la vie privée des participants, mais aussi de favoriser une atmosphère de confiance essentielle pour obtenir un résultat fiable. Voilà. L'honnêteté et la transparence. Même remarque. Ne pas rédiger le titre. Voilà. Vous pouvez écrire votre développement sous forme de paragraphe en assurant l'enchaînement des idées par des connecteurs logiques, comme vous pouvez l'écrire en un seul bloc. C'est à vous de voir. Alors, l'honnêteté intellectuelle est un autre pilier de l'éthique en recherche. Parce qu'on ne parle pas de l'éthique en général, mais on parle de l'éthique en recherche. Il y a d'autres domaines de l'éthique, par exemple l'éthique médicale, la bioéthique par exemple. Mais là, on est l'éthique en recherche ou l'éthique dans le domaine de la recherche scientifique. Il est primordial que les résultats de la recherche soient présentés de manière transparente et sans manipulation. Alors, je donne un exemple. Alors, je fais une enquête par questionnaire. Et j'adresse mon questionnaire à 10 enseignants. Je dois dire que mon questionnaire a été adressé seulement à 10 enseignants. Par exemple, fais une enquête auprès des enseignants du cycle moyen dans telle région. Alors, je dois dire que mon questionnaire est adressé aux enseignants du cycle moyen de telle région. Combien d'enseignants existent dans cette région et combien d'enseignants ou combien de réponses a été collectées. Nous avons eu combien de réponses. Voilà. Alors tout cela, il faut le préciser. Pourquoi? Parce que il faudrait prendre en considération le fait que l'échantillonnage doit être représentatif. Il faut assurer une représentativité de votre échantillonnage. Si par exemple les enseignants du cycle moyen de telle région sont au nombre de 100, alors que vous n'avez que 5 ou 10 participants, 5 ou 10 enseignants, alors 5 ou 10 ne représentent pas 100. Alors il faut s'assurer que votre échantillon ou votre étude soit représentative. Voilà. Si je fais par exemple une collecte de données par un questionnaire destiné aux enseignants sur, si vous voulez, voilà, sur leur boîte mail. Alors, il faut préciser que le questionnaire a été envoyé par boîte mail sous forme de lien ou sous forme de document, le moyen par lequel a été effectué et comment a été effectuée votre enquête. Voilà, tout cela, il faut le préciser. Voilà. L'honnêteté intellectuelle est un autre pilier de l'éthique en recherche. Il est primordial que les résultats de la recherche soient présentés de manière transparente et sans manipulation. Justement, parfois, pourquoi on évite d'analyser nous-mêmes ou de faire nous-mêmes le dépouillement des résultats? Non, il faut faire l'analyse par des logiciels. Parce que les logiciels me permettent de me distancier par rapport à ma subjectivité. Travailler avec SPSS, c'est mieux que d'analyser les résultats manuellement. C'est pas bien parce que il y aura beaucoup d'implications subjectives dans votre analyse et dans votre interprétation. Par contre, si vous optez par un logiciel tel que SPSS, cela va se faire de manière plus ou moins objective. Vous pouvez de même télécharger les réponses sur Excel et identifier les réponses doublant. Parfois, vous avez un participant qui répond deux fois. Alors, vous allez supprimer une colonne, vous allez supprimer une ligne, tout en le précisant dans la méthodologie. Il faut préciser que vous avez trouvé des doublants et vous avez annulé. Voilà. Si vous trouvez, par exemple, des intrus, des réponses qui ont trait à des intrusions, des personnes que vous ne connaissez pas et qui ont répondu n'importe quoi, voilà, à votre questionnaire. Alors, il faut justement évoquer cela et dire que vous avez trouvé des réponses susceptibles d'être des intrusions et que vous avez supprimé. Alors, tout cela, il faut que ça soit, évoqué dans votre recherche. Dans le domaine du FLE, cela implique de ne pas influer sur la performance des apprenants pour obtenir des résultats attendus, mais plutôt de se concentrer sur l'amélioration des pratiques pédagogiques de manière authentique. Alors, il ne faut pas, surtout, faire en sorte que la méthode
disons là, regardez, dans le domaine du FLE, cela implique de ne pas influer sur les performances des apprenants pour obtenir des résultats attendus. Non. Mais plutôt de se concentrer sur l'amélioration des pratiques pédagogiques de manière authentique. Des pratiques de publication responsables où les résultats sont partagés de manière ouverte et honnête renforcent également la rigueur scientifique. Donc, il faut par la suite publier vos résultats dans des revues scientifiques. Voilà. Pour qu'ils soient accessibles à la communauté scientifique. Alors, même remarque ici. Alors, il ne faut pas écrire les titres. Cas spécifique de la recherche en didactique du FLE, défis éthiques rencontrés par les chercheurs. Il faut l'expliquer sous forme de paragraphe sans pour autant rédiger des titres. Alors, la recherche en didactique du FLE peut présenter des défis éthiques uniques. Par exemple, l'observation en classe où l'interaction avec des élèves nécessite une attention particulière pour éviter toute forme de coercition ou de pression. Voilà. Si je suis en situation de classe, j'ai demandé la permission, par exemple, à l'enseignant et je lui ai expliqué les motifs pour lesquels j'ai envie de, voilà, d'assister chez lui dans le cadre de ma recherche. Voilà. J'ai envie de faire une participation, une observation participante ou non participante. Alors, là, il faut vraiment temporiser. Il faudrait pas commencer directement à collecter les données. Parce que les données que je vais collecter risqueraient de ne pas être les éléments d'information que je cherche. Je serai toujours, voilà, parce que les élèves et l'enseignant pourraient être prudents quant à votre présence. Alors, il faut laisser par exemple une journée ou 2 journées le temps de s'acclimater et de s'endogéniser dans, si vous voulez, en classe, pour bien sûr ne pas risquer d'avoir des éléments d'information qui ne seraient pas vraiment utiles pour répondre à votre problématique. Donc, il faudrait vraiment s'acclimater, se donner du temps pour s'acclimater avec le groupe. Parce que votre présence va être considérée comme une intrusion par les élèves. Vous allez être considéré comme un élément exogène. Donc, il faudrait prendre du temps pour, bien sûr, disons, devenir un élément plus ou moins endogène. Voilà. Parce que quand vous êtes présent pour la première fois, et l'enseignant et les apprenants pourraient carrément être prudents, voilà, dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font, et cela ne cadre pas avec l'objectif de votre présence en observation participante ou non participante. Voilà. On va lire ça. Les chercheurs doivent être vigilants pour ne pas influencer les résultats par leur présence. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Plusieurs chercheurs face à ces défis ont illustré la complexité de mener une recherche respectueuse dans des environnements éducatifs où la dynamique de pouvoir peut affecter la participation et les réponses des élèves. Donc il faut faire très très attention. Il ne faudrait pas ni que vous fassiez pression sur les observés, sur les élèves et l'enseignant, ni que vous leur donniez le sentiment que vous êtes là pour les contrôler. Non, je fais une petite recherche, je suis enseignant, il faut bien utiliser les mots, voilà, savoir utiliser les mots. Voilà, que je viens ici pour justement en faire telle recherche, en vue de tel ou tel objectif. Alors tout cela, sans pour autant leur faire de promesses. Parfois on fait, alors ce qu'on appelle les faux espoirs. Alors il ne faut pas faire des promesses aux enquêtés. Donc il faut rester dans l'objectivité. Voilà. On parle justement d'éthique scientifique. Alors, meilleure pratique pour une recherche éthique. Pour faire face à ces défis, alors là aussi, il faut supprimer ce titre. Pour faire face à ces défis, plusieurs meilleures pratiques. Alors là, plusieurs meilleures pratiques, je pense que des pratiques tout simplement pourraient être mises en œuvre. Voilà. Alors là aussi, à éviter. Plusieurs meilleures pratiques, il y a beaucoup donc il y a quand même voilà, une certaine subjectivité, voilà. Donc je vais écrire ici à éviter, voilà. À éviter.
des pratiques peuvent être mises en œuvre. Les chercheurs peuvent collaborer étroitement avec les institutions éducatives pour garantir que toutes les activités de recherche soient conformes aux standards éthiques. Cela inclut également l'élaboration de protocoles de recherche en consultation avec des comités éthiques qui évaluent la conformité des projets de recherche aux normes déontologiques. Alors, il y a pour ça des commissions éthiques et déontologiques dans chaque université. Voilà. Chaque université a une commission éthique et déontologique, bien sûr, qui a pour objectif de vérifier, par exemple, ou de contrôler les recherches. Voilà, de contrôler les recherches pour, bien sûr, pallier à certaines anomalies. Par exemple, dans les revues scientifiques, il y a, bien sûr, un comité éditorial qui vérifie, bien sûr, l'authenticité et la validité des résultats. Voilà, et ça se voit. Ça peut se voir parce qu'il y a des experts. On peut identifier facilement si la recherche répond aux principes éthiques ou pas. Voilà. Des travaux de recherche ayant respecté ces protocoles ont souvent permis d'obtenir non seulement des résultats valables, mais également de favoriser le développement de pratiques pédagogiques plus éthiques et inclusives. Alors, également, il faut ne pas écrire conclusion. Il faut que ça soit une conclusion. Voilà. En somme, ou en conclusion, l'éthique dans la recherche en didactique du FLE. Il fallait par exemple dire l'éthique dans les sciences humaines en général et en didactique du FLE en particulier. Parce qu'on parle pas, dans la citation, on parle pas de didactique du FLE. Voilà. Donc je vais écrire ici cette remarque. Voilà. Pardon. Alors, l'éthique scientifique dans la recherche en général, ou en recherche, dans la recherche en général, ou dans les sciences humaines en général, parce qu'on parle de sciences humaines dans l'introduction. Dans les sciences, dans la recherche, l'éthique scientifique dans les sciences humaines en général, et en didactique des langues en particulier. Voilà, si l'épreuve porte sur voilà, la didactique des langues en particulier, il faut faire très attention. Voilà. Alors, l'éthique scientifique dans les sciences humaines en général et en didactique des langues en particulier, alors je mets virgule après général, et en didactique des langues en particulier, est une préoccupation fondamentale qui nécessite une réflexion approfondie continue, le respect des principes éthiques tels que le consentement éclairé, la confidentialité et l'honnêteté intellectuelle est essentiel pour garantir la validité et la crédibilité des études menées. À mesure que le domaine évolue, il est crucial que les chercheurs s'engagent à respecter ces normes, non seulement pour protéger les participants, mais aussi pour contribuer à une science pédagogique rigoureuse et responsable. Ainsi, la recherche en didactique du FLE profitera de la confiance des acteurs éducatifs, renforçant ainsi son impact et sa pertinence dans l'apprentissage des langues. Alors, je pense que voilà, la conclusion est plus ou moins bonne. Par contre, le développement n'est pas vraiment cohérent du moment où l'étudiant voilà, rédige son développement, le rédige pas en paragraphe, mais le rédige sous forme de titre et d'explication de titre. Alors, ce qu'il a fait ne répond pas vraiment à une dissertation, parce que là, on est dans des explications qui renvoient à des titres. Alors que dans la dissertation, on nous demande justement d'analyser, d'expliquer des concepts sans pour autant rédiger ou le reprendre sous forme de titre. J'ai aussi une deuxième remarque qui est l'absence des connecteurs logiques. Donc, pourquoi justement il y a les connecteurs logiques si on ne doit pas les utiliser pour assurer, si vous voulez, une cohésion et une cohérence voilà, à notre production écrite. Donc, il faut utiliser, je réitère, tout d'abord, ensuite, de plus, après, de surcroît, par ailleurs, ajouter à cela, cela s'ajoute à, aussi, ainsi, de même, en somme, en bref, en général. Donc, tout cela, il faut l'utiliser de telle sorte à avoir un écrit,
une dissertation à titre d'exemple cohérente. Voilà. Si vous voulez développer votre développement, écrire votre développement sous forme de paragraphes, c'est pas mal. Vous pouvez écrire ici tout d'abord, écrire ici ensuite, ici de plus, en plus, par ailleurs, de surcroît, ajouter à cela, etc., etc. Voilà. Aussi ce qu'on appelle les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicar? Donc les conjonctions de coordination assurent aussi une cohérence à votre production écrite. Donc il faut prendre ce qu'on appelle aussi on a la ponctuation. La ponctuation est au service du sens. Virgule, point virgule, les deux points pour expliquer, un point quand l'idée est terminée. Aussi, pour passer de l'introduction au développement, il faut laisser une ligne blanche. Idem, quand on passe du développement à la conclusion, il faut laisser une ligne blanche. Alors, tout cela est important. J'ai aussi une autre remarque qui est l'absence des exemples. L'étudiant, vraiment, il s'est tablé sur l'exemple de la didactique du FLE. Non. Il fallait donner d'autres exemples. En quoi est importante l'éthique dans les sciences humaines? En quoi elle est importante? Voilà. Il fallait donner des exemples. Par exemple, dire que si j'entreprends une enquête auprès de toxicomanes, de participants qui souffrent de toxicomanie, il faudrait qu'ils se sentent en sécurité. Il faudrait ne pas dévoiler leur identité. Il faudrait ne pas leur faire de faux espoirs ou de fausses promesses. Il faudrait bien sûr garder leur anonymat, leur assurer, si vous voulez, un climat de sécurité qui ne sentent pas menacés. Alors il faut donner des exemples comme ça, de telle sorte que vous expliquiez à celui qui vous lit que vous avez une bonne maîtrise des concepts. Ou sinon, si vous restez que dans ce qu'on appelle la compilation théorique ou la présentation d'explications qui ont trait à des faits théoriques ou des spéculations, ça n'est pas important. Voilà. Donc, explication, un exemple. Ou le contraire, un exemple et une explication. Vous donnez des exemples. Et aussi, il y a aussi l'absence de citation. Aucune citation n'a été insérée dans le développement. Mis à part une citation ici dans l'introduction. Voilà. Je ne sais pas si c'est une citation, si c'est une citation reformulée parce que elle n'est pas vraiment précisée ou désignée par un guillemet ouvrant et un guillemet fermant. Voilà. Selon Maurice Anger, 2014, cette éthique se traduit par un ensemble de règles à suivre qui forment une déontologie propre à chaque. Il faut pas tout dire au début. Il faut laisser quand même quoi dire après. Parce que si vous dites tout au début, qu'est-ce que vous allez dire après? Donc ça, c'est aussi un point important. Voilà, donc les titres à bannir. On n'a pas de titre. Aussi, l'étudiant a oublié la phase de l'annonce du plan. Donc, il a écrit une amorce. Il a bien formulé une problématique. Comment garantir le respect des principes éthiques de la recherche en didactique du FLE? Mis à part cette grief, la problématique est bonne. Donc, on ne parle pas dans la citation de didactique du FLE. Il fallait dire comment garantir le respect des principes éthiques dans la recherche en sciences humaines en général et en didactique des langues en particulier. Voilà. Parce que dans la citation ici que j'ai proposée à l'étudiant, il n'y a pas la trace de la didactique du FLE. Si vous permettez, je vais relire. Il y a dans la conduite d'une recherche des règles à suivre qui forment une éthique scientifique propre à ce travail. Là, comme dans d'autres professions, des codes de déontologie avec des règles et des devoirs à respecter ont été élaborés. Les principes éthiques à respecter concernent les sujets de la recherche, à savoir les êtres humains, dans le cas des sciences humaines, la communauté scientifique et le public. Donc, on ne parle pas de didactique du FLE. Didactique du FLE, si vous l'avez convoqué ici, c'est justement pour exemplifier et non pas pour mettre le mot didactique du FLE ou le concept didactique du FLE dans la problématique. Voilà.
Donc, mis à part ces remarques, alors si j'étais un correcteur, je donnerais un 8 sur 20. Voilà. Objectivement parlant, je donnerais un 8 sur 20 parce que l'étudiant n'a pas vraiment respecté la consigne demandée et aussi les composants d'une dissertation, les éléments qui composent une dissertation. Donc, il y a des titres et des explications de ces titres-là. Il y a quand même des informations importantes, mais la façon de rédiger une dissertation n'est pas vraiment apparente dans la dissertation. Bien. Alors maintenant, je passerai à une diapo. Voilà. Éthique et intégrité dans la recherche scientifique. Donc, je vais quand même présenter quelques éléments. Voilà. Voilà. Par exemple, dans l'introduction, il fallait que l'étudiant définisse ce qu'est la recherche, sans pour autant s'étaler sur la recherche pour ne pas faire des digressions inutiles. Donc, il faut définir c'est quoi la recherche scientifique, pour passer ensuite à dire c'est quoi l'éthique scientifique, pour montrer enfin l'importance de l'éthique dans la validité des résultats, dans le cadre d'une recherche, bien entendu. Alors, la recherche scientifique est un processus dynamique d'investigation basé sur un ensemble d'étapes, à savoir OERIC, l'observation, l'hypothèse, l'expérimentation, les résultats, l'interprétation et la conclusion. Voilà, ça c'est l'appellation de Claude Bernard. Et dans le but est de contribuer à la connaissance. Le chercheur, durant ses investigations, doit être rigoureux, objectif et surtout intègre, l'intégrité, car ces résultats constitueront une base minimale ou maximale d'informations aux théories précédentes. Donc, il va ajouter quelque chose à la théorie. Il va faire une recherche sur le terrain pour peaufiner après ce qui existe comme théorie. Les résultats statistiques peuvent servir d'élément d'appui au concept et aux théories. Le chercheur se doit alors de respecter l'éthique, les principes, quelques principes ou les principes de l'éthique durant son processus de recherche ou durant le processus de la recherche, en agissant de manière intègre dans l'accomplissement de chacune des actions d'investigation, car son but n'est pas toujours de parvenir à la vérité. Alors, quand on fait une recherche, l'objectif n'est pas de parvenir à la vérité parce que la vérité n'existe pas en réalité. La vérité n'est qu'une illusion. La connaissance évolue au fil du temps. Voilà. Mais il s'agit de mener des enquêtes pour tenter de décrire la réalité scientifique avec des résultats objectifs qui s'approchent à cette vérité, ou de cette vérité, pardon. Alors, la qualité du chercheur scientifique. Alors, un chercheur est un acteur doté d'esprit scientifique. Alors, il faut avoir un esprit scientifique. Il faut ne pas être, ou ne pas avoir un esprit commun, un esprit de tout le monde. Voilà. Observant autour de lui et autour de son domaine ce que d'autres individus ordinaires ne peuvent pas percevoir. Alors, un chercheur scientifique a un esprit scientifique et il a le sens de l'observation, l'acuité de l'observation. Le problème pour lui est un fait susceptible d'être transformé en problématique pour être enfin résolu ou plus ou moins appréhendé. Le chercheur scientifique se distancie de sa subjectivité, de ses préjugés, de ses opinions préconstruites. Il doit décrire les phénomènes ainsi que leur mode de fonctionnement ou de compréhension, de façon fidèle, sans cacher ce qui ne cadrait pas avec ce qu'on espérait trouver. Alors, au début, par exemple, quand on est face à un phénomène, on va dire que la réponse pourrait être ça. Alors, à la fin, on trouve que la réponse est autre chose. Alors, il ne faut pas cacher ce qui ne cadre pas avec ce qu'on espérait trouver au début de la recherche. Voilà. Alors, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Voilà. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de cette définition. L'éthique est l'ensemble. Alors, on définit l'éthique
conventionnellement comme étant une science de la morale. Voilà, une science de la morale. Alors l'éthique est l'ensemble de valeurs qui constituent la morale et la bonne conduite. C'est la loi qui discerne le bien du mal. Qu'est-ce qui fait qu'on peut discerner qu'une chose est bonne ou mauvaise? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on peut discerner qu'une chose répond à la morale ou transgresse les principes de la morale? Si ce n'est pas l'éthique, si ce n'est pas l'essence de la morale qui est en nous. Ce mot provient du grec ethos, qui signifie manière de vivre. C'est aussi une branche de la philosophie qui s'assigne pour tâche l'étude des comportements humains au sein de la société. Selon Guy Durand, l'éthique désigne enfin une pratique. Elle renvoie alors à la décision, au choix concret de l'action à entreprendre. Alors dans l'action, il y a tout. Un chercheur, quand il fait la recherche, il va mettre en œuvre des actions qui répondent aux principes de l'éthique et de la déontologie. Elle se comprend comme processus de décision, comme application de principes, comme mise en œuvre de valeurs. Elle évoque souvent l'effort de décision personnelle et l'exhortation à l'action. Voilà, si vous voulez bien sûr prendre un exemple, vous pouvez vous appuyer sur la définition de Guy Durand. Voilà. Alors l'esprit scientifique, voilà. Alors l'éthique dans le processus de la recherche. Alors un chercheur honnête. Alors on dit un chercheur. Alors c'est pas la peine d'écrire honnête, mais moi je préfère l'écrire ici parce que un chercheur de base il faut qu'il soit honnête. Dans l'entreprise de sa recherche, il doit se fier à certains. Donc c'est pas soi, mais il doit. Donc il y a une petite erreur ici, là, que je vais corriger maintenant. Alors, il doit se fier à certaines règles et devoirs moraux. Des comités de surveillance visent à n'accepter que les recherches qui respectent le code éthique et déontologique. Dans chaque université, il y a des comités éthiques et déontologiques qui supervisent les actions de la recherche. Voilà, dans les laboratoires, les revues scientifiques, etc. Alors, selon Maurice Anger, ces principes éthiques concernent les sujets de la recherche, les êtres humains, alors les êtres humains dans le cas des sciences humaines, alors les enquêtés et les enquêteurs. Les autres scientifiques, ce sont les pairs auxquels le chercheur ou la chercheuse doivent dévoiler ce qu'ils ont fait. Le public, soit la société en général, qui s'attend à ce que le ou la scientifique rend des comptes sur ses activités. Il ne sera présenté ici que les principes éthiques généraux. Donc là, c'est une définition de certains principes éthiques de Maurice Anger. Alors pour respecter ou se fier à l'éthique scientifique, qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut quand même respecter des règles. Alors on va prendre quelques-unes de ces règles. Éthique de la recherche scientifique exige aux chercheurs le respect de certaines règles morales, étant considérées de manière conventionnelle entre la communauté scientifique. Éviter de toucher à la vie privée des enquêtés. Alors, il ne faudrait pas que les enquêtés, si vous voulez, il ne faudrait pas que la vie privée des enquêtés soit touchée. Alors, vous faites une enquête sur, par exemple, je reprends le même exemple que j'avais pris tout à l'heure, des dépendants, par exemple, à la drogue. Voilà. Vous faites une étude sur le phénomène de la toxicomanie auprès de toxicomanes, de drogués. Il ne faut pas toucher à leur vie privée. Alors qu'ils fassent ce qu'ils font, vous n'êtes pas là obligé pour être... votre rôle n'est pas un assistant social. Ça, c'est le rôle de l'assistant social. Ça, c'est le rôle des religieux. Voilà. Vous êtes là uniquement pour faire des enquêtes afin que vous récoltiez les résultats que vous cherchez ou les éléments d'information que vous cherchez et qui sont susceptibles de répondre à votre problématique. Voilà. Préserver leurs droits. Bien sûr que les enquêtés, les participants ont un droit. L'un des droits, c'est
qu'ils ne soient pas ou que leur identité ne soit pas divulguée. Voilà. Préserver leur sécurité. Il faut qu'ils soient en sécurité. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent menacés. Respecter leurs opinions. Alors, vous ne leur dites pas pensez comme ça et pensez comme ceci et ne pensez pas comme cela. Alors, votre présence ici, c'est quoi? C'est seulement d'avoir des éléments d'information qui pourraient répondre à votre problématique et non pas de juger s'ils pensent bien ou s'ils pensent mal. Le respect de l'éthique de la recherche, même s'il se limite parfois à l'accès à l'information, s'il limite parfois l'accès à l'information, il doit être le principe fondamental de toute recherche. Principe de l'honnêteté intellectuelle et d'intégrité scientifique. L'honnêteté intellectuelle. Le chercheur honnête, alors, je n'ai pas besoin de dire honnête, mais je l'ai écrit pour préciser qu'un chercheur doit être honnête. Voilà. Le chercheur honnête doit expliquer aux participants l'objectif de sa recherche, sans leur cacher une quelconque information. Il doit également transmettre à la communauté scientifique par le biais de rencontres et de publications scientifiques les informations exactes qu'il a obtenues avec authenticité et sans falsification. Donc, il faudrait partager mes résultats avec la communauté scientifique en les publiant dans des revues scientifiques ou en les exposant dans des conférences scientifiques. Le respect de l'intégrité scientifique garantit la rigueur scientifique du chercheur et apporte à ses résultats une efficacité dans la construction des théories et la résolution de certains problèmes. Pourquoi justement respecter les principes de l'éthique dans la recherche? Parce que les résultats auxquels nous serons parvenus vont être ajoutés à la connaissance. Et si les résultats sont falsifiés, ils vont induire en erreur et les chercheurs et la société. Voilà. Donc c'est très important, c'est une responsabilité scientifique et morale. Principe de l'anonymat. Le chercheur scientifique doit tenir à ce que l'identité des participants ne soit pas divulguée. Donc on a déjà expliqué cela. La divulgation des identités des enquêtés peut porter préjudice à l'enquêteur. Comment? Alors, je fais une enquête auprès des enquêtés. Et après, je dis X et Y, nom et prénom, dans tel établissement, n'a pas tel niveau, n'a pas répondu correctement à telle question. Alors, je risquerais d'empêcher certains chercheurs à avoir accès comme moi. Voilà. Ces enquêtés, s'ils voient que vous n'avez pas respecté leur identité, eux, ou que vous les avez critiqués avec leur, identité, ils risquent de ne pas donner d'autres informations à d'autres éventuels chercheurs à l'avenir. Donc, il faut prendre en considération cela. De même, les enquêtés ont le droit de consulter ce que vous aurez écrit, que ce soit des articles scientifiques, des mémoires, je sais pas quoi. Voilà, les résultats, normalement, on doit les montrer aux enquêtés. Voilà, si ce sont des individus conscients. Ils ont le droit, bien sûr, d'avoir accès à ce que vous avez collecté comme information et à ce que vous aurez publié. Voilà, aux résultats que vous aurez publiés. La confidentialité. Il faut savoir que la confidentialité, le secret des informations, s'il vous plaît, il faut aussi citer ce concept, à savoir la confidentialité. Donc, ça n'est pas la peine. C'est pas parce que vous avez fait une recherche sur tel sujet portant sur tel public que vous allez divulguer les informations à n'importe qui et à n'importe où. Donc, il faut ne pas divulguer les informations à n'importe qui et n'importe où. Donc, il faut se fier au principe de la confidentialité. Le chercheur se doit de ne pas diffuser les informations obtenues durant ses enquêtes sur des personnes à n'importe qui ou n'importe où. Cela pourrait nuire à la vie privée des enquêtés, surtout si les informations sont sensibles. Le chercheur est invité uniquement à présenter ces informations sous forme de rapports scientifiques, de telle façon à ce que ces informations soient utiles à la communauté scientifique concernée. Il ne sert à rien de transmettre ces informations à n'importe qui et n'importe où. La confiance. Pour avoir des informations recherchées, le chercheur scientifique doit tisser des relations de confiance avec ses enquêtés.
Il est parfois invité à se donner du temps pour s'acclimater avec des participants, assurer une plus grande coopération et obtenir des résultats plus précis et crédibles. Donc, il faut vraiment que vous instauriez un climat de sécurité et de confiance pour que vous ayez les éléments d'information que vous recherchez, que vous mettiez à l'aise votre enquêté. Et surtout, ne pas lui faire de faux espoirs. Alors, le consentement. Le chercheur doit s'assurer du consentement des participants. Alors, si jamais un participant vous dit non, il ne faut pas le contraindre à participer à votre enquête. Donc, il faut d'abord qu'il vous donne son consentement, qu'il vous dit oui, je suis d'accord, je peux répondre à vos questions. Sinon, laissez-le tranquille. Donc, c'est pas la peine de lui exercer pression. Le retrait. Il faut savoir aussi qu'à chaque moment, un participant peut se retirer de votre enquête. Il n'est pas payé pour répondre aux questions de votre enquête et pour être à votre disposition durant votre enquête. Il a le droit de se retirer. Voilà. Et s'il se retire, il faut avoir, bien sûr, il faut respecter sa décision. L'enregistrement audio ou la photographie. Alors, si vous voulez faire des enregistrements audio ou prendre des photos, s'il vous plaît, demandez la permission. La tromperie ou faux espoir. Jamais faire de promesses à des enquêtés. Voilà. En leur disant, on fait des recherches pour améliorer votre situation sociale ou professionnelle ou de santé ou aux questions de ce genre. Non. Il faut faire des recherches de façon objective en expliquant aux participants l'objectif et vos besoins, mais jamais vos besoins de cette enquête, votre besoin derrière cette enquête, mais jamais faire de faux espoirs. Par exemple, vous répondez à mon questionnaire et je vais vous donner de l'argent. Non. Jamais faire de faux espoirs ni de fausses promesses. Voilà. Prendre en compte le sentiment des autres, la vulnérabilité. Respecter les sentiments, les croyances et les opinions des participants, même s'ils sont incompatibles avec vos croyances ou les croyances de la recherche scientifique. Alors, aussi, il faut respecter la vulnérabilité ou prendre en compte la vulnérabilité de certains participants. Si leurs opinions ne cadrent pas avec vos croyances, ça n'est pas la peine si vous voulez, ça n'est pas là. Donc, il faudrait respecter les sentiments et les croyances des participants, même s'ils ne cadrent pas avec les croyances de la recherche scientifique. Voilà. Parce que votre objectif ici, ça n'est pas de juger leurs opinions, mais c'est si vous voulez, d'avoir ce que vous cherchez comme élément d'information. Ce qui pourrait être bénéfique à votre problématique, à votre étude. La sécurité. Il est contraire à l'éthique de placer quiconque dans une situation qui pourrait menacer sa vie physique ou psychologique. La sécurité est un aspect essentiel de la recherche scientifique. L'accès à l'étude. Les participants à l'étude ont le droit d'avoir accès à celle-ci avant sa publication, afin de s'assurer que le chercheur n'a interprété ce qui a été dit ou fait de manière incorrecte ou d'une manière qui pourrait leur causer préjudice. Alors là, je vais conclure. Le processus de la recherche scientifique est une démarche objective dont les étapes suivent une rigueur tant au niveau scientifique qu'éthique. Les résultats qui ne respectent pas la rigueur et l'éthique ne permettront jamais à la communauté scientifique d'atteindre des résultats efficaces. Ou les recherches qui ne respectent pas la rigueur et l'éthique ne permettront jamais à la communauté scientifique d'atteindre des résultats efficaces. Le chercheur doit obligatoirement se fier à deux principes de base, à savoir la rigueur et l'éthique dans la recherche, dans l'entreprise de la recherche. Un chercheur conscient et honnête ne fabriquera jamais des armes destructives. Donc, j'espère vraiment vous avoir donné un maximum d'informations, et sur la correction de cette dissertation portant sur l'éthique dans le domaine de la recherche scientifique et aussi dans ces diapos, bien sûr,
qui ont porté sur quelques principes éthiques dans la recherche scientifique. Donc, je vous souhaite une bonne, voilà, un bon courage et à d'autres vidéos, Inch'Allah. Voilà. Mais avant, quand même, je dois vérifier si les participants ou si, pardon, ceux qui nous voient ne nous ont pas posé de questions. Voilà. On va voir s'il y a des questions ou pas. Pardon. On va essayer de répondre s'il y a ici des questions. Non, on va défiler. Et voir après s'il y a des questions ou pas. Alors, je pense qu'on n'a pas de questions. Voilà. Regarde. Alors jusque-là, on n'a aucune question. Donc je vous dis excellente soirée, bonne soirée et à la prochaine. Assalamu alaikum.